Bonsoir à toutes et à tous. Je suis le président de l'association Le Club Félicie et je suis heureux de vous accueillir ce soir pour ce nouvel entretien. Nous souhaitons, à travers nos entretiens, euh, mettre en avant les personnes qui s'engagent en faveur du Liban. Nous avons l'honneur de recevoir ce soir Maître Kadaf. Au nom de toute l'association, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Cet entretien sera animé par Ryan et moi-même. Avant de vous présenter notre invité, je souhaite remercier Maître Roulet pour son aide. Alors maintenant, je vais vous présenter succinctement notre invité. Le 17 novembre 2019, vous avez été élu bâtonnier de l'Ordre des avocats en tant que candidat indépendant. Votre élection a été considérée comme une petite révolution au Liban, car traditionnellement, l'élection du bâtonnier est dominée par les partis confessionnels. Vous êtes en parallèle managing partner au sein du cabinet Kadaf Law Firm et également enseignant à l'USJ. Vous êtes également le cofondateur d'Offre Joie, une association apolitique et aconfessionnelle. Je laisse maintenant la parole à Riyad. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier à mon tour, Maître Melhem Khalaf, d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes très honorés. Et je suis très heureuse parce que je vois qu'il y a quand même beaucoup de participants. Donc, merci à tous d'être présents. Ça fait vraiment plaisir. Alors, avant de commencer, de vous poser nos questions, nous souhaiterions faire un petit récapitulatif pour les personnes qui nous écoutent de la situation au Liban. Alors, pour rappel, en 2019, un mouvement populaire a émergé au Liban et a permis à la population libanaise d'exprimer sa colère envers la classe politique qui a été accusée d'être corrompue. Alors, il faut savoir que ce mouvement populaire est dû à une crise politique, économique, financière et sociale au Liban qui perdure depuis plusieurs années. Par ailleurs, la pandémie du Covid-19 et le confinement ont paralysé malheureusement ce mouvement populaire. Et pour ne rien arranger à la situation, le 4 août 2020, une effroyable explosion a ensanglanté Beyrouth. Des centaines de tonnes de nitrate d'ammonium ont détonné au sein du port de Beyrouth. 200 Libanais ont perdu la vie durant cette tragédie et des quartiers entiers de la capitale ont été détruits. La population a été livrée à elle-même pour la reconstruction. Malgré tout, la classe politique est toujours en place. Le soulèvement populaire s'est heurté à la solidité du système politico-communautaire et n'a pas su faire émerger des projets politiques ni des structures alternatives. Cependant, la colère des Libanais est toujours aussi forte. Comme je le disais, aucune réforme n'a été entreprise et les Libanais réclament une enquête sérieuse sur l'explosion du port de Beyrouth. Alors, sous votre présidence, Maître Melhem Khalaf, l'Ordre des avocats s'est engagé à aider les victimes de cette explosion sur le plan judiciaire. Et face à l'inaction étatique, vous avez lancé une initiative de sauvetage national intitulée Ensemble, récupérons l'État. Alors, nous allons y revenir bien évidemment durant l'entretien. Alors, tout d'abord, nous souhaiterions vous poser quelques questions relatives à l'impartialité et à l'indépendance de la justice libanaise sur l'enquête de la double explosion. Récemment, au travers des médias, eh bien, il y a plusieurs éléments qui nous interrogent sur l'efficacité de la justice libanaise.
Par exemple, on a vu que le juge Farid Sawan, qui était en charge d'enquêter sur la double explosion, a été évincé par les ministres libanais. Ou encore, on a pu remarquer que les Libanais voulaient à tout prix une enquête internationale et non pas nationale. Alors, tous ces éléments-là nous questionnent, nous interrogent sur l'impartialité de la justice libanaise. La première question qui nous vient tout naturellement, c'est aujourd'hui, comment est-ce qu'avance l'enquête sur la double explosion du port de Beyrouth? Ben, tout d'abord, je tiens à vous dire ma joie d'être parmi vous et surtout de vous dire combien je suis heureux de retrouver aussi des amis que je retrouve à travers cette réunion virtuelle, mais combien je suis heureux de les retrouver. Deuxièmement, je tiens à vous remercier, vous, Ryan et Tarek, qui m'ont convaincu je dirais, de cette réunion outre-frontières et surtout pour partager avec vous les soucis non seulement d'un dossier ou d'une approche, mais aussi de tout un peuple qui a besoin de se relever et qui ne peut se relever qu'à travers ses amis. Et aujourd'hui, on doit reconnaître que le peuple est terrassé. Il est complètement pris par, je dirais, une irresponsabilité au niveau de la vie publique. On est délaissé tant par les responsables, ou plutôt les dits responsables, alors que c'est des irresponsables de qualité. Et bien évidemment, on se sent aussi délaissé par la communauté internationale, et je vais m'expliquer. Laissez-nous, je dirais, vous dire qu'aujourd'hui, le pays, le Liban, est pris par une série de coups successifs qui l'ont terrassé. Comme vous l'avez bien décrit, c'est passé par une crise économique, financière, monétaire, bancaire. Tout ça, ça a été doublé par l'effet du Covid. Et pour avoir une cerise sur le gâteau, on a eu droit à une explosion de taille qui fait la 3e dans le monde. Elle a eu pour, je dirais, avec tout notre étonnement, 212 tués, plus de 5000 blessés. On ne compte pas, parfois on dit 6000, on dit 7000. Sans compter les mutilés ou les personnes qui sont encore dans les hôpitaux. Il faut savoir qu'il y a en plus 30 000 personnes déplacées de leur maison. On a 300 000 sinistrés et on a une capitale qui est complètement ou à moitié détruite. Tout ça sans qu'il y ait derrière une structure étatique ou encore une structure tout court pour mettre en place un soutien ou une possibilité de réhabilitation ou de soutien et d'appui aux personnes et à la population en détresse. Quand je dis ça, il faut que vous sachiez que nous avons été fortement secoués par 5 crises graves. La première, elle a des conséquences, ou plutôt les conséquences de ces multiples crises nous amènent à retrouver des universités et des écoles qui n'arrivent plus à suivre. Donc, au niveau de l'éducation, le Liban craint énormément. Ce que vous connaissez du Liban par ses écoles, par ses universités, aujourd'hui, il est en danger de ne plus pouvoir assumer et assurer
une éducation au niveau que vous avez connu et qu'a connu le pays. Quand je parle de cela, il faut que je vous donne juste quelques exemples, très vite. Il faut savoir qu'au sein des universités, on a tous les professeurs qui venaient, des professeurs visiteurs qui venaient de l'étranger, il n'y a plus aucun qui vient. Tous les professeurs qui vivaient au Liban, venant de l'étranger pour 2 ou 3 ans, qui venaient en mission, sont repartis. Les meilleurs professeurs d'université quittent le pays et quittent les universités parce qu'ils n'arrivent plus à assurer le minimum de, je dirais, de dignité, pour ne pas dire plus, qu'ils avaient. Et donc aussi, c'est une hémorragie de cerveau réelle. Tout ça, c'est pour décrire une situation qu'on craint énormément, non pas pour aujourd'hui, mais sur les 10, 20, 30 ans à venir, parce que ça va secouer les générations et l'éducation à ce niveau. 2. Au niveau des hôpitaux, vous savez que le Liban était l'hôpital du Moyen-Orient, tout autant que l'université du Moyen-Orient. Aujourd'hui, les hôpitaux craignent la fermeture. Non pas parce que je dirais, en manque uniquement de ressources, mais aussi en manque de ressources humaines. Il y a plus de 100 médecins qui ont quitté le pays. Il y a au-delà de 600 infirmiers et infirmières qui ont quitté le pays. Tous ces gens-là sont les plus qualifiés. Et donc, c'est une hémorragie réelle de ce qui existe aujourd'hui comme une référence médicale. Et avec, je dirais, un coût, je dirais, d'hospitalisation qui commence à doubler, à tripler avec le besoin en matériel qui est un besoin de matériel médical, comme vous pensez, qui doit être importé. Troisième niveau que l'on craint, c'est au niveau des provisions. Regardez à quel niveau nous avons aujourd'hui une crise qui touche les provisions, la nourriture. On pense aujourd'hui qu'il faut distribuer des bons de rationnement. C'est-à-dire que les supermarchés n'arrivent plus à suivre je dirais, la chute de la valeur de la livre libanaise au point que les produits n'arrivent plus, on ne sait plus comment rattraper cette dévaluation monétaire. On pense donc à distribuer des ratios de nourriture. Il y a un quatrième point qui est encore plus grave, c'est celui de, vous savez que les jeunes mariés, par exemple, les personnes qui pensent construire une famille, pensaient qu'ils pouvaient être aidés par des prêts que l'État assurait pour acheter des maisons, des appartements pour des nouveaux foyers. Et aujourd'hui, une crise réelle est aussi relevée parce qu'on n'arrive pas à avoir des prêts et donc tout le système commence à s'écrouler. Plus grave, c'est je dirais, les zones de misère. Et là, je pense immédiatement à Marie, Hortense, Philippe, qui ont connu les banlieues de Tripoli et qui, à partir de ces banlieues, je vais donner juste quelques exemples. Dans ces banlieues, on vivait peut-être la pauvreté. Aujourd'hui, c'est le Liban en entier qui glisse vers la misère.
Et entre la misère et la pauvreté, le seul critère, quand on passe de la pauvreté à la misère, c'est qu'on a perdu notre dignité. Et quand on perd sa dignité, on est prêt à vendre non pas son corps, mais parfois à détacher son corps de certains, je dirais, membres. J'entends par là la vente de reins, la vente la vente de conscience. C'est donc tout est permis et surtout pour la survie. Et je vais dire quelque chose ici qui est important. Si je fais état de la misère dans les ceintures de ces banlieues, de ces bidonvilles, il faut que vous sachiez pourquoi. Parce que c'est les lieux où naît la violence. C'est à partir de cette misère qu'on exploite les gens. C'est à partir de cette misère qu'on est en train de reformer des cellules je dirais même non seulement de violence de bande, mais on peut aller jusqu'à penser au terrorisme et qui peut être aujourd'hui une des raisons principales pour arriver à cette attitude qui est celle du délaissement total. Je termine avec un autre aspect qui est celui de du chômage. Il faut que vous sachiez que le chômage a touché des pourcentages inédits. Dans des banlieues de misère, on touche au-delà de 76 ou 75% de personnes au chômage. Écoutez bien, vous imaginez ce que voudrait dire cet indice? Imaginez que les gens ne travaillent pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On est en train de juste de les diaboliser parce qu'ils manifestent, parce qu'ils cherchent à réclamer du pain, à réclamer quelques droits justes de travail et de dignité. Ça, si vous voulez, c'est une approche de problème de sociétale. Mais si on prend un peu une vue un peu plus large, cette vue plus large, elle s'établit sur je dirais, l'état de droit. Le pays, le Liban, aujourd'hui, je n'ai pas besoin de vous décrire dans quel... je ne sais plus si on est une démocratie. Je pense qu'on n'est plus, on a perdu aussi le cachet de la démocratie. Parce que on est loin de cette démocratie, on est dans la dictature des communautés religieuses. Et on est dans une dictature et dans un morcellement de pouvoir. En tout cas, il n'y a plus de pouvoir. C'est un parlement qui est légal, malheureusement, mais qui n'est plus légitime. On a un gouvernement qui existe, mais qui est démissionnaire. Et on n'arrive même pas à former un gouvernement. Ça fait plus de 6-7 mois. On ne compte plus. On est devant une situation qui nous ramène à dire qu'en est-il du pouvoir judiciaire? J'ai fait toute cette introduction pour retrouver la question de Ryan. Mais avant, il faut que vous compreniez. Pourquoi je dis qu'on n'est plus dans une démocratie? Parce que dans toute démocratie, il y a 3 règles qui régissent la démocratie. La première, c'est la séparation des pouvoirs. La deuxième, c'est la rotation des pouvoirs. Et le troisième, c'est la responsabilisation ou ce qu'on appelle en anglais accountability. Avec ces 3 règles, si on voit qu'il y a une séparation de pouvoir, de façade peut-être, mais en réalité, on est loin de ça. Et pour vous donner aussi un exemple, il faut que je vous donne une première approche qui est celle d'un
je dirais, de ces crises successives qui ont amené à ce morcellement de pouvoir. C'est-à-dire, premièrement, les forces politiques ont été à Doha en 2008 pour faire un accord provisoire pour savoir comment ils pourront gérer les crises qu'ils ont eues. Et ils se sont dit, on va faire des élections et à partir de ces élections, on va former un gouvernement. Mais ils ont établi la règle qui est celle, on fait des élections et à partir de là, on va faire des gouvernements d'union nationale. L'idée est géniale et le concept est merveilleux. Quoi de mieux? Tout le monde qui doit porter la politique du pays. Mais en réalité, quand ils ont établi ce gouvernement d'union nationale, ils ont pris, c'est un petit gouvernement, c'est un petit parlement au sein du gouvernement. Quel en a été l'impact? C'est qu'à partir de là, il n'y a plus de contrôle politique sur le gouvernement, puisque toutes les forces du Parlement sont devenues au sein du gouvernement. Et donc, premier aspect qui est celui je dirais, d'anéantir le contrôle politique du Parlement. Et donc, pas besoin du Parlement, pas besoin de cette surveillance. Il y manquait un troisième pouvoir qui est le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire. Ils se sont dit, les forces politiques, on ne va pas laisser un contrôle judiciaire sur nous, quand même. Ils les ont soumis, ils les ont asservis. Chaque fois qu'il y a une nomination ou une désignation, chaque fois qu'il y a une mutation de juge, ce juge allait lécher, excusez-moi le terme, auprès de son, et prêtez attention, de son chef religieux, de sa propre, non pas communauté religieuse, de son rite, de sa communauté, c'est-à-dire encore plus étroit, pour lui dire, non, la nomination d'un juge qui doit être objectif, qui doit être impartial, qui doit être loin de toute mainmise, elle est devenue asservie à la volonté des politiciens qui nommaient les juges dans les postes clés. Et à partir de là, ils ont aussi anéanti le contrôle judiciaire sur eux. Et qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une dictature par ces gouvernements successifs où il y a une règle d'or qui était établie au-dedans du gouvernement. Il y a le veto. C'est une vétocratie qu'ils ont établie. C'est-à-dire, chaque communauté fait un veto sur l'autre. Et donc, si j'ai à faire passer un quelconque projet, les marchés publics, je vais vous donner un exemple. Quand on n'a pas de vision, quand on ne voit pas l'avenir, quand on n'a pas une vision d'avenir pour le pays, il y a l'État. Et donc, l'État a besoin de certains projets. On réhabilite une école, on construit un pont, on essaye de faire comment on dit, les infrastructures. Donc, il y a des choses à accomplir. Et qu'en est-il de ces marchés publics? Le gouvernement, puisque c'était je dirais, toutes les forces politiques qui étaient au sein du gouvernement, ben, c'était simple. Il a mis derrière tous les entrepreneurs,
et il a établi une règle d'or. Donc, tu me fais passer mes projets, je te fais passer mes projets. Donc, donnant, donnant. Et par rapport à chaque projet que chaque entrepreneur va avoir, il y a une commission. Et cette commission, elle est partagée. Elle est partagée entre toutes les personnes qui sont autour de la table. Et donc, au niveau horizontal, il y avait cette petite commission que personne ne clamait ou ne disait, mais qui était bien entendu mise en place. Donc, cet entrepreneur devait assurer pour un quelconque projet une certaine commission pour les uns et les autres. Bien sûr, ce n'était pas uniquement en argent, on ne donnait pas de l'argent au ministre, mais c'était en termes de services, un petit dispensaire par là, une petite route asphaltée par-ci, des emplois par-ci, des emplois par-là, un soutien politique durant des festivités, peut-être offrir un local pour un parti. Donc, imaginez tout ça. Ça, c'est à l'horizontale. Ça, c'est la commission. Mais à la verticale, vous savez que le projet a besoin d'être aussi, il y a des autorisations et il y a l'administration. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont aussi établi ce qu'on appelle le payroll, c'est-à-dire c'est de l'argent qu'on donne régulièrement depuis le sommet de l'administration jusqu'au dernier fonctionnaire. Et donc aussi, qu'est-ce qu'on a établi? On a établi un système, c'est un système de corruption où tout le monde devient participant. Moi, je deviens, pour que je puisse intégrer l'administration, il fallait que je puisse rentrer dans la corruption. Donc, à partir de là, il y a eu un ras-le-bol, non pas un ras-le-bol des gens, c'était le ras-le-bol des gens bien évidemment, mais il y a eu une manière de faire qui a fait que l'État a failli. Il a failli à ses services, il a failli à ses engagements financiers, il a failli à ses engagements d'assurer le minimum de droits aux personnes. Et donc, il y a eu ce soulèvement pour dire arrêtez, on ne peut plus rester comme on est. Les forces politiques sont là. Où est, si vous voulez, la planche de salut dans ça? On aurait pu penser à la justice. À la justice, oui, à la justice. Parce que, comme toute bonne démocratie, on ne peut pas imaginer un pays sans justice. Et voilà, le 4 août. Le 4 août qui fait une explosion apocalyptique pour revoir qu'il y a des milliers de personnes dans la rue, des gens blessés, meurtris. C'est là où le barreau, l'ordre des avocats à Beyrouth, a pris une initiative immédiate. Il a constitué une cellule de crise, un bureau d'accusation, plus de 400 avocats volontaires qui se sont déployés sur 7 points de chute dans la capitale pour aider les gens et les soutenir et leur dire « Vous aurez un accès à la justice gratuitement et les avocats seront à votre service. » On a eu 1400 demandes. Aujourd'hui, l'Ordre des avocats de Beyrouth prend à sa charge gratuitement 1400 plaintes devant la Cour de justice. Nous sommes devant cette Cour de justice qui a été secouée avec le juge d'instruction, un premier juge d'instruction qui a osé faire appel à un
premiers ministres, à des ministres, à des généraux, à toutes les, je dirais, à dépasser toutes les lignes rouges que d'habitude on ne dépassait pas. Il y a eu donc ici une demande de récusation. Je n'ai pas à vous faire je dirais des diatribes dessus, mais sachez qu'il y a eu un nouveau juge d'instruction. Il y a eu un nouveau juge d'instruction, il entame son 2e mois, mais dans je dirais, dans un circuit de 8 mois maintenant. Et je pense que si je vais vous faire une petite confidence, la justice au Liban, on a beaucoup d'observations et d'appréhension sur son cheminement. Et c'est là où l'Ordre des avocats est devenu la fer de lance pour soutenir ces gens face à une justice qui a toujours été apeurée, par les services militaires ou par ce qu'on appelle la police judiciaire, 2, par les politiciens, 3, par les intérêts qu'ont les juges les uns sur les autres, 4, par les amitiés, 5, par des intérêts confessionnels. Imaginez tout ça et vous êtes en train là de vous battre pour dire la justice, on clame la justice. Et on veut que cette justice soit aujourd'hui au devant de scène. Bien sûr, beaucoup de gens nous demandent, mais pourquoi vous tenez à ce que votre dossier soit devant la justice nationale? Essayez d'aller au-delà, vers une justice internationale. Premièrement, il faut que la justice libanaise soit, je dirais, devant sa conscience et son serment. On n'a pas le droit de faire tomber la justice et la démocratie au Liban. C'est une pierre angulaire à laquelle nous sommes appelés pour que cette justice retrouve confiance en elle-même et donne confiance aux gens. C'est une épreuve à laquelle les juges du Liban sont appelés et pour laquelle l'Ordre des avocats ne va pas plier. 2, sortir vers des tribunaux ou des instances internationales, il faut vous dire que juridiquement, les chemins ne sont pas ouverts. Premièrement, pour passer devant un tribunal international, il faut que ça soit le Liban a ratifié une convention dans ce sens-là, et il ne l'a pas ratifiée, soit c'est les Nations Unies qui, sous le chapitre 7, décident de prendre en main ce tribunal et de le suivre, ce qui n'est pas aussi le cas parce que ça exige une demande de la part du gouvernement libanais. Donc déjà, les possibilités deviennent très réduites. Ça ne veut pas dire que l'Ordre des avocats, qui aujourd'hui mène le combat à l'interne et à l'externe, c'est pour ça qu'il a adressé 3 lettres au secrétaire général des Nations Unies et sans réponse. On lui a réclamé juste d'avoir les photos satellites. Il n'a pas répondu. On a demandé et exigé je dirais au moins à plusieurs pays européens aussi la même demande, avoir les photos satellites du 4 août. Pas de réponse. On a été devant on a exigé qu'il y ait des experts
qui viennent nous aider, des experts internationaux. Et écoutez bien, on a eu des experts anglais, Scotland Yard. Ils sont venus, ils ont fait une petite visite magnifique et tout ça, ils n'ont pas donné de rapport. C'est bien. On a eu les Américains, FBI, ils ont remis un rapport très vite d'une quinzaine de pages et ils ont établi une série de conséquences. Et cette série de conséquences, en lisant, on disait ah. Et puis, une petite conclusion avec une ligne, à la fin, une ligne. Toutes ces conséquences sont la suite, pardon, toutes ces conséquences ont été rendues suite à l'information des sources policières libanaises. Donc, ils n'ont fait aucun travail. Imaginez ce que veut dire un rapport pareil. Ça voudrait dire qu'on leur a remis des informations et puis ils ont tiré des conséquences. C'est comme si c'était un TD de troisième année ou de quatrième année de droit civil ou de droit pénal dans les locaux d'une faculté de droit, alors que ce n'est pas ça. Troisième expertise, les Français. Et écoutez-moi bien. On a eu 31 experts français, dont 7 avaient l'expérience de l'explosion de Toulouse de 2001. Et à Toulouse, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, il faut que vous sachiez que Toulouse, il y a eu la même explosion, pas avec les mêmes proportions, avec du nitrate. Donc, c'est le même produit qui a explosé à Toulouse comme au Liban. Et des 31, il y a eu 7 qui avaient fait leur étude ou leur recherche à Toulouse. Nous sommes quel jour aujourd'hui? Nous sommes le 22/4/2021. Quand est-ce qu'ils sont venus? Ils sont venus peut-être une semaine après de l'explosion. Donc, ils sont venus à peu près vers le 15/8/2020. Bientôt, la première bougie va être soufflée. Et jusqu'à aujourd'hui, aucun rapport n'a été remis. Ça, c'est la France. Ça, c'est la France. Elle ne nous a pas répondu sur les photos satellites. Elle ne nous a pas répondu sur l'expertise. Il y a des échantillons. Rien. C'est pour ça que je vous dis, il y a quelque part, je dirais, ce combat qu'on mène, on le mène au-dedans avec beaucoup de courage, au dehors sans aucun soutien. C'est pour ça que le Liban aujourd'hui, je vous ai dit qu'on se sent délaissé. On se sent délaissé, mais on n'existe qu'à travers des amis comme vous. Et c'est pour ça qu'on va maintenir le combat et on le maintiendra et on va gagner. On va gagner parce qu'on y croit. On y croit qu'une justice va être rendue. Et donc, à partir de là, tout ce qu'on fera, on ne baissera pas les bras, on ne se pliera pas. Personne ne nous fera peur. Personne ne prendra je dirais, les droits des gens et l'espérance d'une population. Voilà comment on va réagir et on va agir. Avec beaucoup de difficultés, c'est clair, mais aucune difficulté n'est plus forte que nous autres et que la volonté des hommes et des femmes. C'est pour ça que ma réponse, je ne sais pas si elle a été longue, mais je voulais aussi que vous sachiez dans quel contexte elle s'établit et elle avance. Voilà, Ryan. Alors, c'est à mon tour. Alors,
En fait, la deuxième question touche au thème du système judiciaire au Liban. En tant que bâtonnier, que préconisez-vous pour une justice plus indépendante? Regardez, aujourd'hui, il ne faut pas faire des diatribes théoriques, hein. On n'a pas besoin de théorie. On a besoin d'un état de droit. Si on ne retrouve pas l'état, on ne va pas retrouver la justice. La justice ne se construit pas seule. C'est dans l'état qu'elle doit s'installer et c'est la pierre angulaire à partir de laquelle l'état, le nouveau Liban, l'édifice sera construit. Comment faire? Il faut premièrement avoir une nouvelle mentalité, une mentalité où le juge se reconnaît comme étant je dirais, un sujet à mission. Ce n'est pas une fonction. Le magistrat qu'on cherche aujourd'hui, c'est un magistrat avec des valeurs, avec toujours devant lui le serment qu'il prête. Un. Deux. Il faut que l'État lui assure le cadre digne dans lequel il doit rendre ses jugements. On ne peut pas accepter que dans les palais de justice qu'on a aujourd'hui, c'est inconcevable de voir qu'une justice digne soit rendue, bien qu'il faut s'incliner devant beaucoup de juges qui se maintiennent dans leurs valeurs et devant leurs serments et qui rendent des jugements à la hauteur de leur conscience. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut les délaisser. Vous savez qu'il y a des juges femmes qui ne boivent pas de l'eau tout au long de la journée ou tout au long de leur emploi, je dirais, de leur permanence, parce qu'il n'y a pas de WC ou de toilettes pour qu'ils puissent aller. Vous savez qu'il y a un manque de papier pour écrire les sentences. L'explosion a fait des dommages dans le palais de justice de Beyrouth. Jusqu'à aujourd'hui, les vitres sont cassées, les faux plafonds sont soufflés, des portes sont cassées. Vous pensez qu'il y a quelqu'un qui s'occupe? Rassurez-vous, personne. On ne peut pas laisser une machine judiciaire sans aucun, je dirais, appui ou soutien. 3. Il faut qu'il y ait une réforme judiciaire au niveau législatif, au sein du Parlement. Il faut qu'il y ait 4. Une inspection judiciaire efficace et non pas comme celle qui existe aujourd'hui. Il faut que les politiciens, si vous voulez, qu'ils arrêtent leur mainmise sur les juges. Il faut que je dirais que les agents policiers de services de renseignement enlèvent leur mainmise sur les juges. Il faut que les juges, entre eux, se respectent et ne laissent pas un abus de pouvoir s'installer. Il faut que leurs amis se reconnaissent loin de tout intérêt. Voilà un peu comment je peux répondre à ta réponse, Tariq. Et je sais que c'est un grand chantier. Mais si on a affaire un pays, un État. Et sans cet État, on ne peut rien faire. Ne pensez pas que faire une justice est un îlot qui peut se faire sans qu'il y ait un État de justice, un État où les droits de l'homme sont reconnus, non pas sur du papier, mais ils sont respectés au quotidien tout autant que la liberté fondamentale. C'est de ça qu'on a besoin et après, tout sera reconstruit. Très bien, je vous remercie pour votre réponse.
Alors là, alors, je vois que dans le chat, il y a des questions. Je voudrais juste préciser que nous poserons vos questions à la fin de l'entretien. Et vous pouvez poser vos questions sur le chat, il n'y a pas de souci. Alors, j'ai une question. Nous sommes interrogés, l'association, sur un sujet d'actualité, puisque vous avez envoyé un courrier au ministère des Finances demandant le rapport d'audit passé avec la société, le cabinet international Alvarez et Marsal. Et alors, on voudrait savoir, est-ce que le ministère des Finances vous a répondu? Qu'est-ce qui vous a, que vous a-t-il répondu, le ministère des Finances? Bravo, Réhan. Vous êtes vraiment, vous avez suivi l'actualité. Ah oui. C'est un de nos combats, c'est un volet important de notre combat parce que aussi, il faut que vous sachiez qu'il y a encore moins de 16 milliards de dollars au Liban et c'est peut-être les réserves que doit avoir la Banque centrale. Il y avait deux choses importantes. On va prendre ce volet, mais avec deux sous-volets. Il y a le volet de l'audit, le forensic audit, c'est-à-dire l'audit, je ne sais pas si en français on dit un audit criminel. C'est un audit sur je dirais, sur le circuit qu'a pris les fonds, compris les fonds outre-frontières ou qui se sont volatilisés. Vous savez, avant le 17-10-2019, il y avait 140 milliards de dollars dans les banques du Liban. Juste après, il y a eu 40 milliards. Donc, à peu près 100 milliards se sont volatilisés. Il faut savoir que ce n'est pas d'un jour, mais il faut savoir que c'est un amas de politique et d'ingénierie monétaire qui ont amené à ça. Dès le premier jour, l'Ordre des avocats a essayé de clamer un audit. Et on l'a clamé, mais comme vous pouvez l'imaginer, je vous ai expliqué et je vous ai décrit comment la corruption s'établit. Autour du gouvernement, on a des entrepreneurs, ces entrepreneurs, marché public, commission, à l'horizontale, à la verticale. Donc tout le monde est bien dans le coup. Et donc, qui va nous laisser faire cet audit? Qui est aujourd'hui prêt à se remettre entre les mains de cet audit? Personne. Et c'est pour ça qu'il y a un blocage. C'est un blocage réel sur cet aspect. Il faut dire que l'Ordre des avocats a pris les choses en main et depuis le mois de mars jusqu'à aujourd'hui, on a adressé 9 lettres. Vous avez mis l'accent sur les deux autres, je suppose, ou sur les correspondances qu'on a eues avec l'association des banques, la Banque centrale et Alvarez et KPMG, je ne sais pas si vous l'avez, et Oliver Wyman. Il faut vous dire que l'État libanais a réagi avec une politique donc d'assainissement et il a conclu 3 contrats. Le premier avec Alvarez, c'est un audit, donc forensic audit. Il y a 2 autres audits, c'est des audits réguliers sur je dirais les livres de chaque comme on dit, du secteur public, chaque organisme du secteur public, c'est KPMG et Oliver Wyman. Et donc, on a essayé de suivre cette demande
la première étape était très difficile pour choisir l'auditeur. On a eu des drames pour le choisir. Après des vagues et des tempêtes, on est arrivé à se focaliser sur Alvarez Marshall. Et une fois qu'il a été établi, il a commencé par poser 125 questions et sur les 125, on lui a remis juste des réponses sur 47. Et puis après, tout est bloqué avec le secret bancaire. Pression. On passe à un deuxième niveau, c'est au niveau du Parlement. Pression des groupes politiques et on a abouti à ce qu'on appelle la levée du secret bancaire pour 1 an. Depuis le 31/12/2020 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à la fin de notre 4e mois. Il n'y a pas eu un pas. On n'a pas pu avancer d'un pas sur ce projet. C'est là où l'Ordre des avocats a adressé une lettre à Alvarez, lui réclamant de nous expliquer qu'en est-il, où se trouve le problème du blocage. Mais vous voyez, il y a parfois, même si c'est une instance ou c'est un audit international, il n'avait pas besoin de nous répondre. Nous sommes à notre 3e semaine. On a envoyé à KPMG. Bon, ça ne fait pas plus de 10 jours. Je comprends qu'ils aient le temps de préparer. On n'a rien reçu jusqu'à maintenant. Et Oliver Wyne aussi, on n'a rien reçu. En même temps, on a envoyé à la Banque centrale et au ministère des Finances. Le ministère des Finances, il y a quelques jours, nous a renvoyé une réponse avec vraiment un travail d'analyse. Il faut reconnaître qu'ils ont eu, premièrement, l'attitude responsable de répondre et d'être, je crois, on est en train d'étudier, mais d'être transparent et de nous répondre avec, non pas en nous envoyant des documents en masse, mais en établissant une liste chronologique des documents et une analyse de ces documents. Ce qui fait, aujourd'hui, on doit reconnaître qu'il y a une première réponse de la part du ministère des Finances. Deuxième volet, ça c'est le premier volet qui concerne l'audit. Le deuxième volet, il concerne l'argent des déposants. Et là, il faut reconnaître qu'on a adressé une lettre au gouverneur de la Banque du Liban, lui rappelant qu'il y a l'article 90 du Code monétaire qui y interdit à la Banque centrale de donner des crédits à l'État. Interdiction. Et on lui a dit, si vous touchez à cet argent, on va vous poursuivre devant les instances et les tribunaux. 2. Immédiatement, on a envoyé aussi une lettre à l'association des banques et on les a responsabilisés si eux aussi sont en train de laisser passer cet argent entre les mains de la Banque centrale. Et aussi, ils ont fait un communiqué dans le même sens que nous l'avons adressé. Et donc, ils ont stoppé
le fait de toucher à l'argent des déposants. Grâce à l'ordre des avocats à Beyrouth, on a arrêté l'utilisation des réserves et de l'argent des déposants par je dirais, par ces correspondances et qui ont été respectées parce qu'on a été jusqu'à dire vous serez poursuivis devant les tribunaux. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut reconnaître au niveau je dirais, de ce suivi qu'on est en train de faire. Voilà, je ne sais pas si je vous ai répondu, mais je suis toujours ouvert à toute, je dirais, toute explication supplémentaire. Oui, tout à fait, vous avez répondu à ma question. Alors à présent, j'aimerais qu'on puisse parler de votre initiative de sauvetage national. Oula! Alors en quelques mots, et puis ensuite, je pense qu'on prendra les questions des participants pour qu'on puisse finir à 20 h, si ça vous convient. Alors, c'est très bien. ça vous convient? Oui, très bien. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de sortir du fossé. Et c'est un abîme très profond. On est pris par les forces politiques libanaises qui sont complètement, je dirais, paralysées par des intérêts confessionnels, paralysées par des intérêts locaux, par des intérêts régionaux. Excusez-moi de vous couper. Vous avez fait une brève introduction. Comme ça, c'est plus simple pour vous. Vous aurez juste des questions à répondre. Ce sera plus simple. Ah oui, de contextualiser la charte. Si vous... Non, laissez-moi introduire l'initiative parce qu'elle est de taille, hein, elle est importante. Comme vous voulez. Merci, vous voulez, pas de problème. Donc, à partir de là, il faut proposer une initiative. Le jour de l'indépendance, il y a tout d'abord l'ordre des avocats avec les ordres des professions libérales, tout autant qu'avec les forces vives économiques des travailleurs, forces des industriels, des patrons, des forces vives de la société civile, des représentants de toutes les communautés religieuses. On a lancé cette initiative avec les présidents des universités historiques au Liban. Et toute cette initiative a été vers je dirais, comment récupérer l'État. Comment récupérer l'État? C'est récupérer l'État à travers une idée très simple qui est celle-ci. En 1920, le Liban, quand il a été créé, a créé un lien entre le citoyen et l'État, mais par l'intermédiaire de la communauté. Donc, il y avait je dirais, un intermédiaire entre le citoyen et l'État. L'intermédiaire, c'était la communauté religieuse. Aujourd'hui, 2020, on ne peut plus bâtir cette relation. Il faut que la relation soit assainie. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait entre le citoyen et l'État un lien direct basé sur les droits et les devoirs, les obligations et les droits. Sans cela, on ne peut pas bâtir le pays et bâtir un nouveau pays. Mais en aucune manière, il faut faire tomber les valeurs de notre société, les valeurs de foi, de religion qui sont rattachées à ces communautés. Pour cette raison, et je vous dis sincèrement, les Libanais sont des gens qui baignent dans la religion, ils baignent dans la foi. Ils sont exploités par la religion, par les politiciens, mais ils sont très liés à leur foi. Pour cela, il faut les rassurer avec cette dimension. Pour les rassurer, il est important de créer un Sénat
au sein du Liban. Le Sénat doit être un Sénat, c'est-à-dire un Majlis Shuyukh. Ce que j'entends par Sénat, c'est-à-dire une deuxième chambre, cette deuxième chambre est élue. Elle est élue uniquement avec la dimension religieuse, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une représentation de toutes les familles religieuses. Aucune famille n'est exclue. Toutes les confessions sont représentées. Et donc, aussi ici, il faut établir par quel biais on est en train de travailler. On va terminer bientôt. Donc, c'est un Sénat où tout le monde est représenté. Si on constitue le Sénat et on dégage ou on rassure le citoyen dans sa dimension religieuse, on peut, et à ce moment-là, et sous condition qu'on puisse avoir ce Sénat, on peut parler d'une loi électorale en dehors de toute, je dirais, de toute dimension religieuse. On sera dans la loi qui ne prend pas en considération la fibre religieuse. Et là, la question se pose. Selon quelle circonscription on va établir cette loi? Il y a une partie de la population ou des forces politiques qui dit il faut que le Liban soit une seule circonscription selon la proportionnelle. Cette approche fait peur à plusieurs communautés. Elle ne peut pas être prise en compte. D'où ils ont proposé le Liban 128 circonscriptions, ce qui donne sous l'appellation One Man, One Vote. Les deux ne peuvent pas être pris en compte parce que l'un, il est en train de diluer sous le poids de la masse certaines populations qui ne sont plus représentées. Et l'autre, il y a une représentation tellement réduite qu'un maire peut être, je dirais, il représente beaucoup plus qu'un député. Et donc, les deux ne sont pas, je dirais, ne peuvent pas répondre à je dirais, aux soucis de l'ensemble des Libanais. Donc, il faut aller penser sur d'autres circonscriptions. Quelles sont les autres propositions? Il y a les 9 muhafazat, il y a les 13 muhafazat. Il y a une idée qu'on avance, nous, en tant qu'ordre des avocats, c'est les 26 casas. Les casas sont à dimension humaine. On donnera pour chaque casa 3 sièges. Ça donnera à peu près 78 députés. On ajoutera 20 pour la capitale. Ça serait au maximum 98 députés. Mais ça ne tient pas uniquement à avoir un Sénat et une chambre, un Parlement sans aucune dimension religieuse. Il faut aller à la troisième étape qui est celle et surtout la décentralisation. Et la décentralisation, c'est avec avec les élections de conseils, comme les conseils régionaux chez vous, et qui peuvent assurer des services dans chaque région, à condition qu'il y ait un fonds de solidarité nationale qui puisse maintenir un certain, je dirais, niveau commun entre toutes les régions. Et c'est là où l'on peut faire une approche de sauvetage avec l'idée de sortir de ce labyrinthe pour un nouveau Liban
basé sur la citoyenneté de droits et d'obligations. Si on pense cela, c'est parce que le nouveau Liban qu'on veut créer est le Liban message. Le Liban message, on a le devoir de le faire réussir. Ce n'est pas le Liban de fédéral, morcelé ou toute autre approche. Il faut que ce Liban puisse vraiment rayonner sur le monde pour qu'il puisse être ce qu'il est comme un message. Je dis ça parce qu'il doit être établi sur une idée fondamentale, celle de la solidarité. La citoyenneté, le système de citoyenneté doit être basé sur la solidarité. La solidarité est la pierre angulaire, idéologique qui doit nous prendre pour accueillir tout citoyen, quelle que soit sa religion, quelles que soient ses idées, quelles que soient ses convictions, et tous les citoyens. Et cette approche, cette initiative, c'est une initiative démocratique, c'est une initiative libanaise à 100%, c'est une initiative de, je dirais, paisible, non violente, et qui répond, je dirais, à un aspect positif. Allons vers de nouveaux horizons, les horizons de 2121 pour un pays où l'homme est au centre de sa politique et non pas les intérêts des uns ou des autres. Voilà, en peu de mots, je dirais, cette initiative qui peut prendre le dessus. Merci. Alors, j'ai encore une question concernant cette initiative. Quelles sont, selon vous, les réformes prioritaires sur le plan financier, économique et social? Si vous voulez une réponse, ça c'est court. C'est simple. Vous allez, ta question m'amène, c'est juste si tu me dis comment tu vas implémenter ou tu vas appliquer cette initiative. Regarde, il y a deux voies. Il y a la première voie par un gouvernement qui est constitué par des personnes non rattachées, non alliées aux forces politiques actuelles et à qui on donne des prérogatives parlementaires pour établir ce que je viens de t'expliquer. Mais ce gouvernement a le devoir, très vite et avant toute chose, de pallier je dirais, à la misère des gens. On n'a pas le droit de venir faire tout ce travail sans prêter attention aux 5 ou 6 volets que j'ai avancés en début de présentation sur l'éducation, le côté médical, le côté provision nourriture, le côté chômage, le côté logement et le côté, prêtons attention aux banlieues de misère. Tout ça doit être la priorité des priorités du gouvernement. Et bien évidemment, il faut travailler avec le IMF, le Fonds monétaire international. Il faut que ça soit très, très vite avec comment dirais-je, avec des bouffées d'oxygène par une prise de conscience internationale qui doit nous laisser nous remettre sur les rails d'un pays souverain et qui doit établir je dirais, son autorité sur l'ensemble du pays. D'accord, merci. On va passer maintenant aux questions. Allez-y. Alors, donc on va commencer par la première question qui nous est venue de la part de Louise Barred. Alors, désolée si j'écorche les noms. Alors, je vais vous la dire. Donc, lorsque vous dites « on ne nous a pas répondu », les experts étrangers et les Nations Unies n'ont pas répondu à l'ordre des avocats ou n'ont-ils pas répondu aux juges libanais?
qui a adressé la demande aux Nations Unies? Non, c'est l'Ordre des avocats qui a adressé 3 lettres au secrétaire général des Nations Unies et qui n'a pas eu de réponse. Quant aux experts, oui, les experts français n'ont pas remis leur rapport aux juges libanais. Merci pour la question parce qu'elle clarifie la nuance entre ce qui a été fait au niveau de l'Ordre des avocats et ce qui se fait au niveau judiciaire. Tout à fait, les experts doivent répondre aux juges d'instruction. C'est là où les experts doivent répondre aux juges d'instruction, ce qui n'a pas été fait, au moins au niveau des experts français. Très bien. Alors, nous avons donc une seconde question de Maria Jabour. Qu'en pensez-vous des développements récents dans le système judiciaire libanais, surtout avec ce que fait le juge Rada Aoun récemment? Pensez-vous qu'on pourra arriver à un résultat? Merci pour la réponse, Marie. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'on est en train je dirais, de mélanger beaucoup de pédales avec cette approche. C'est comme l'affaire Dreyfus. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait si c'est un héros ou c'est un traître. Mais vous savez, nous sommes aujourd'hui soumis à cet exercice maléfique parce qu'on doit être toujours soit du blanc ou du noir. Ce n'est pas vrai. Je ne suis pas d'accord. Il faut prendre les choses avec beaucoup, beaucoup de sagesse. Qui est contre aujourd'hui au Liban le fait de combattre la corruption? Il n'y a aucun homme ou aucune femme qui est contre ça. Mais le problème n'est pas là. Le problème, est-ce qu'aujourd'hui, chaque fois qu'un juge doit aller faire son travail, il doit être accompagné par des manifestants? Est-ce qu'on va demander à un juge d'être applaudi chaque fois qu'il doit faire son devoir? Est-ce qu'on doit accepter qu'il soit soumis à des caméras chaque fois qu'il doit aller je dirais, dans une société ou une autre? Aujourd'hui, ne mélangeons pas les pédales. On a besoin d'une inspection judiciaire. Ce n'est pas à moi de juger le juge. Ce n'est pas à moi de dire si le juge a mal ou bien fait. Mais on n'a pas le droit de laisser nos gens, nos citoyens, aller dans des situations pareilles. C'est comme ça qu'il faut regarder. Il faut que le juge puisse faire son travail en toute âme et conscience. Et s'il y a des observations, il y a une inspection judiciaire et c'est elle qui juge. Ce n'est pas ni moi ni quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas du blanc ou du noir. On est avec Dreyfus ou contre Dreyfus. Non, ce n'est plus le cas. On veut un pays où l'on reconnaît les droits et les obligations et qu'il y ait ce qu'on appelle accountability, la responsabilisation. C'est comme ça qu'il faut chercher. Il ne faut plus être devant des situations où nous sommes comme des machines, à dire avec des dichotomies. C'est du blanc ou du noir? C'est du non ou du oui? Pas du tout. Il faut toujours revenir un pas en arrière et ne pas se laisser prendre par les diatribes inutiles des politiciens. Si vous regardez aujourd'hui le paysage, ce n'est pas le paysage d'un juge qui est là. C'est le problème réel d'un non-État. C'est ça le vrai problème. D'accord. Alors, nous avons une troisième question de Riyad Jouej. Alors, qu'est-ce qui pourrait obliger les politiciens qui font bloc et représentants à blocage à entamer les réformes plus que nécessaires? Est-ce que l'armée pourrait jouer un rôle dans le sens des réformes? Autrement dit, un coup d'État militaire serait-il souhaitable ou cela représente un danger réel pour le peu qui reste de la légalité au Liban? Premièrement, merci Riyad. C'est ma joie de le retrouver en santé. Le combattant du virus. Et pour les gens qui ne le connaissent pas, premièrement, c'est un frère, mais il a passé
pendant plus d'un mois et demi, sinon plus, à combattre le virus. Et je suis heureux de te voir ici en bonne santé. Merci pour ta question. Jamais, 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 devant la situation, quelle qu'elle soit difficile, on doit donner à l'armée un rôle qui n'est pas le sien. Il fait son rôle magnifiquement bien. Il ne faut pas le faire tomber dans le piège de la politique. Et puis, il ne faut pas accepter que l'on soit dans l'un des pays qui va être pris par des militaires. Il ne faut pas. C'est mauvais pour nos jeunes, pour nos générations montantes de donner un exemple qu'on n'a pas de solution qu'à travers les militaires. Les militaires, là où ils sont, oui, chapeau, mais pas au niveau de la prise du pouvoir. On veut rester une démocratie. Et la démocratie, je sais que les gens peinent, souffrent, ils ont un ras-le-bol. Ils sont au point de dire, mais que quiconque vienne prendre le pouvoir, on en a marre. Ils ont raison. Mais il y a quelque part à aussi penser aux générations montantes et savoir qu'est-ce qu'il faut leur proposer. Je pense que c'est la première réponse, parce que obliger aussi, premièrement, c'est une des réponses, c'est ma première réponse à la deuxième partie. La première réponse, comment obliger les politiciens à entamer des réformes. Moi, je pense que on est devant une difficulté réelle. Cette difficulté ne peut être, je dirais, dépassée que par soit, je dirais, le passage par un gouvernement, par un cabinet, très vite, soit par des élections. Je pense que si on a des élections, on va revoir les mêmes personnes et on va leur donner, je dirais, une crédibilité, alors qu'ils vont nous tuer à nouveau. D'où la nécessité d'aller sincèrement vers un gouvernement qui a je dirais, la possibilité de relever l'État. Il faut récupérer l'État. C'est notre État et l'État a besoin de nous tous. D'où la nécessité. Cette initiative est une initiative qui pourrait, qui est salvatrice à condition qu'elle ne laisse personne en dehors d'elle. Il faut que cette initiative puisse prendre tout le monde et que tout le monde fasse un acte d'humilité pour qu'on puisse avancer. Ce n'est pas une initiative politique, c'est une initiative de sauvetage national. Et pourquoi je dis ça? Parce que quand on tient je dirais, on est en train de remettre la coquille. Pour remplir la coquille avec des élections législatives, le Sénat et tout ça, que tout le monde, je dirais, se prépare pour les élections. Mais au moins qu'on remette la coquille en place. C'est l'État qui n'existe plus. C'est pour ça qu'il faut travailler très dur pour remettre en place l'État. Très bien. Alors, nous allons prendre ensuite la question de Lina Chaya. Concernant la double explosion, comment interpréter le fait que cette catastrophe se produise 2 semaines seulement après la remise d'une lettre au président de la République l'informant pour la première fois de la présence de cette quantité massive de nitrate d'ammonium? Je ne peux pas faire des procès d'intention. Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas, mais je peux vous dire une chose, c'est qu'il y a une irresponsabilité qui va du premier jour où le bateau est arrivé au Liban, 7 ans plus tard, amasser des tonnes de nitrate d'ammonium dans une zone si proche de la ville, sans aucune mesure de protection, à lui seul, c'est un crime. Merci. J'avais une dernière question pour conclure. Est-ce que vous avez un message à faire passer
aux jeunes Libanais? Bien sûr. Premièrement, on va se maintenir. On est là pour ne pas baisser les bras. Il faut combattre et on sera là pour accompagner les rêves de nos générations montantes. Il faut qu'ils sachent qu'ils doivent maintenir leurs rêves, que personne ne casse ses rêves, qu'ils ne permettent à aucune personne ou à aucun, je dirais, aucune partie qu'elle puisse toucher à leurs rêves. C'est le rêve dont on a besoin. C'est le Liban de demain qui sera bâti à travers chacune et chacun de ces jeunes et qui aujourd'hui, on est là pour dire qu'on fera face au désarroi, on fera face à la peur, on fera face à la violence, on fera face à tout, je dirais, ce désespoir dans lequel les forces politiques veulent nous mettre et qu'on est prêt aujourd'hui à relever le défi d'un État souverain, d'un pays à la hauteur de son message, pour qu'il puisse réussir et montrer à l'humanité que le vécu ensemble est une réalité, que le vécu ensemble est un vrai message, que le vécu ensemble, personne ne le fera tomber tant qu'il y a un pays comme le Liban. Voilà. C'est comme ça que je leur dis. Et à aucun moment, ne vous laissez abattre ni par les difficultés, ni par les obstacles, parce qu'il n'y a aucun obstacle, aucune difficulté que l'homme ne peut pas vaincre. Et on vaincra. Merci infiniment, monsieur. Je me permets, je voudrais juste vous poser une dernière question qui me vient d'être parvenue et qui compte énormément pour moi. Enfin, voilà. Donc, la dernière question, si vous le permettez, c'est est-ce que pourriez-vous, s'il vous plaît, nous parler de la négociation indirecte entre l'État libanais et Israël concernant la recherche du gaz et du pétrole? Oui, on est sur une délimitation de frontières maritimes. Cette délimitation de frontières maritimes est très importante pour le pays parce qu'il s'agit de richesses naturelles et surtout au niveau de notre frontière sud. Il est, je dirais aujourd'hui, il y a un intérêt pour savoir qu'il y a des zones à récupérer et surtout des zones importantes à récupérer. Cette, je dirais, la négociation qui se fait aujourd'hui est une négociation qui a démarré d'une manière plutôt en présence des Américains et des Nations Unies, et elle a avancé jusqu'au point où il y a eu un point sur lequel il y avait comment délimiter la frontière. Aujourd'hui, on est devant une situation très critique pour savoir si les lignes qui ont été arrêtées en 2011 sont les lignes qui préservent les droits du Liban ou pas. Il y a deux versions aujourd'hui qui sont au devant de scène et beaucoup d'attention est retenue à cet égard. La question est assez difficile à expliquer dans le sens, je dirais, si ça va dans le bon sens ou dans le mauvais sens, mais aujourd'hui, on sait qu'on a deux visions. Une première qui a été en 2011, il y a une qui est aujourd'hui, qui a été relatée par des enseignants universitaires, par des experts, et cette approche est une approche très délicate. Merci, Maître. Ça a été un honneur pour nous de vous accueillir. Je tenais également à remercier tous les participants. J'espère que l'entretien a été à la hauteur de vos attentes. Si vous souhaitez suivre notre actualité,